Bonsoir, il se retrouve pour la première fois à Conakry et c'est l'heure de faire le point pour le comité de pilotage de la réforme des finances publiques. Le programme d'appui à la consolidation de l'État est revu par les membres. Où en sommes-nous? Les détails dès le début de ce journal. On va s'arrêter à l'Abbé, à Nimage, l'université de la ville en chantier. Les travaux en cours sont exécutés par le groupe Gicopress. L'entreprise locale annonce la construction de plusieurs infrastructures en 3 ans. Le chrono tourne déjà. Et puis nous irons à Antag, en banlieue de Conakry, où le grand marché a pris feu, vous le savez, mais rien encore sur le bilan. 3 jours après l'incendie, on en sait un peu plus sur les pertes et notre reporter Taban Silla était sur place. Nous l'entendrons dans un instant. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale dans le pays, ce qui concentre l'actualité. Réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la réforme des finances publiques. Première rencontre des membres, l'occasion de faire le point sur le programme d'appui à la consolidation de l'État. Est-il mis en œuvre? Où en sommes-nous à ce jour depuis son lancement en 2016? Les explications avec Al-Gassimouba. Dans son programme d'appui à la consolidation de l'État, l'Union européenne accorde à la Guinée 55 millions d'euros sur la période 2017-2019. Cette rencontre du comité de pilotage vise à faire le point sur la mise en œuvre du programme. Ça, c'est vraiment un appui qui est important et c'est vraiment le type d'appui que nous devrions, je dirais, applaudir des deux mains parce qu'il nous permet d'utiliser nos systèmes et donc de les renforcer parce qu'on les utilise et parce que ça nous permet également de les corriger. Pour qu'un pays puisse bénéficier de ce programme d'appui, il doit répondre aux 4 critères exigés par l'Union européenne. Il s'agit du PN2ES, d'une politique macroéconomique suffisamment saine, d'un programme de réforme de finances publiques et d'une meilleure gestion des affaires publiques qui passe par la transparence. Encore une fois, ces indicateurs de performance, nous les définissons ensemble avec le gouvernement et l'administration. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient imposer. On regarde ensemble quels sont les domaines où nous pouvons faire une petite différence pour que les réformes avancent, pour que les résultats concrets soient atteints. Et en fonction des progrès réalisés sur ces indicateurs, on décaisse plus ou moins d'argent. Cette contribution de l'Union européenne est un appui budgétaire particulier pour les pays qui ont traversé une crise et qui sont en train de sortir de la crise. Le programme va toucher plusieurs secteurs, à savoir l'énergie, les travaux publics et la santé. C'est un défi pour les collectivités. La gestion des redevances minières à Boké-Bofa, la GREM s'engage avec de nouveaux partenaires. 8 mois après son lancement, le projet d'appui à la gouvernance des redevances minières se fixe de nouvelles orientations. Le point avec Abdoulaye Diallo. Ces dernières années, le constat démontre que les localités minières traversent souvent des crises dues au manque de transparence dans la gestion des redevances minières. Un défi auquel tente de répondre le projet d'appui à la gouvernance des redevances minières à GREM, initié par les Nations Unies. Il s'agit de favoriser un développement durable et inclusif dans les collectivités locales de Boké et Bofa. Cet accompagnement devrait permettre aux localités de Boké et Bofa de faire en sorte qu'il y ait une meilleure prise en compte des préoccupations des communautés en matière d'accès aux services sociaux de base pour bénéficier des meilleures retombées de l'industrie minière qui se développe dans ces zones. Lancé le 26 février dernier, le projet va durer 5 ans et devrait toucher 18 localités de ces 2 préfectures du littoral. Il vise surtout à appuyer le gouvernement guinéen dans la recherche d'une plus grande équité et transparence dans le cadre de la mobilisation et la gestion des ressources financières. Avec l'arrivée des sociétés minières, le monde local est bouleversé.
bouleversé, tout change. Et l'objectif de ce projet, c'est précisément de voir quel est le rôle des collectivités locales, comment les contributions que peuvent faire les sociétés minières peuvent générer un développement soutenable et aider en fait l'émigration économique, les personnes qui arrivent à trouver des services, ainsi que les populations bien sûr qui sont déjà sur place. Donc il y avait une nécessité d'appuyer les collectivités locales à pouvoir bénéficier le plus possible du développement qui peut être créé par l'exploitation minière. Cette première session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance des redevances minières AGREM a permis aux membres d'adopter le plan de travail annuel et de prendre des orientations stratégiques pour sa mise en œuvre. C'est une journée historique pour le GPT de Kassory Fofana, mais aussi pour le RPG Arc-en-Ciel du président Alpha Condé. Les deux partis s'engagent dans l'alliance qui a porté le professeur à la tête de l'État en 2010 et en 2015. 3 autres partis politiques rejoignent le parti au pouvoir. L'événement a mobilisé des centaines de militants ce samedi matin au siège du RPG Arc-en-Ciel. Témoignage en images dans ce compte-rendu signé Alia Kamara. Ces deux partis viennent de loin. L'aventure dure depuis 2010 lorsque le RPG et GPT décident d'unir leur stratégie des quêtes du pouvoir. Quelques mois seulement après la première entente politique au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel, professeur Alpha Condé accède à la magistrature suprême. Cette collaboration qui dure depuis plus de 7 ans aboutit aujourd'hui à une fusion. Le désormais ex-parti Guinée pour tous devient une force interne du RPG Arc-en-Ciel. L'histoire retiendra. Et nous ne voulons pas, nous signataires de l'accord d'aujourd'hui, être absents dans cette partition de l'histoire de la Guinée, aux côtés du professeur Alpha Condé. L'histoire retiendra que le professeur Alpha Condé aura été le bâtisseur d'une économie guinéenne forte. Je l'appelle le champion de l'émergence économique de la Guinée. C'est donc avec fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous-mêmes, nos présidents, nos structures, nos militants venons accompagner le professeur Alpha Condé et élargir la grande famille du RPG. La décision de Guinée pour tous de fusionner avec le RPG Arc-en-Ciel naît de la volonté de Dr Ibrahima Kassory Fofana et de ses militants d'aider le chef de l'État à poursuivre son programme de développement. Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, des membres à pleine responsabilité entière avec ceux des anciens que nous trouvons. Et au gré, cela dit, nous serons à votre école. Nous restons à votre école, mais nos militants restent des militants du RPG. Les responsables restent des responsables du RPG. Qu'on n'ait pas de complexe pour dire ah non, je viens du GPT, prenez votre chapeau, dites aux uns aux autres, nous sommes fiers de porter le fanion du RPG et nous sommes RPG. Comme GPT, 2 autres formations politiques viennent grossir les rangs du parti au pouvoir. Il s'agit de l'UNR, Union nationale pour le renouveau, et du PNR, Parti national pour le renouveau. Ces 2 ex-partis veulent aussi contribuer à écrire l'histoire aux côtés du président Alpha Condé. Nous, signataires de la présente déclaration, reconnaissons par conséquent la nécessité impérieuse pour tous les Guinéens de travailler ensemble et solidairement avec le président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette triple fusion est bien accueillie par le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel et les militants. Désormais, tous sont dans la même locomotive. La grande famille du RPG Arc-en-Ciel s'agrandit. Il s'agrandira tous les jours. Militantes et militants, nous vous prions de leur ouvrir les portes, de leur ouvrir les mains, de leur ouvrir même les tours
et fenêtres. Parce que désormais, leurs militants sont des militants du RPG. Ils ont le même droit que vous. Désormais, le mariage est scellé entre le GPT, l'UNR, le PNR et le RPG. Un mariage de conviction qui devrait aboutir à des nuits de noces politiques heureuses pour le développement du pays. Je vous le disais en titre, Allons à la baie, son centre universitaire est en chantier depuis quelques mois. Les travaux avancent et c'est l'entreprise Guicopress qui pilote ce projet. Plusieurs bâtiments sont en construction et notre reporter Manga Fodé Touré s'est rendu sur le site pour suivre l'évolution du chantier. Suivons son reportage. L'université de l'Abbé, autrefois centre universitaire, change peu à peu de visage. Elle prend l'allure d'une institution d'enseignement supérieur. Ces travaux de construction de nouvelles infrastructures sont confiés à une entreprise locale. La promotion des compétences locales est mise en exergue. Dans l'ensemble des deux chantiers, nous sommes vraiment très avancés. Nous sommes très avancés. Et c'est vrai que nous avons quelques difficultés telles que en matière d'approvisionnement. On va mettre en œuvre nos les compétences nécessaires et ensemble nous allons arriver à donner un produit vraiment fini. Guicopress a vraiment l'expertise pour donner quelque chose de fiable. Sur les deux sites de l'université, AFIA 1 et 2, 11 bâtiments se dressent désormais. À AFIA 2, près de 700 étudiants seront accueillis ici dans ces bâtiments en construction. Pour un meilleur cadre d'études et d'administration, ces maisons seront remplacées par 4 bâtiments en R+2 d'une capacité de 21 classes chacun. Un bloc administratif, l'hôtel des professeurs, la cantine, la bibliothèque et une salle polyvalente. Ce sont des bâtiments, des ouvrages réalisés en béton armé et qui respectent toutes les normes requises en la matière. Et ce sont les bâtiments qui sont dans la catégorie des ERP, les établissements recevant du public et type établissement universitaire. Dans le processus de construction, nous faisons toujours en sorte qu'il y a un déroulement de la mission de contrôle. Le contrôle se fait au début, il se fait au milieu et il se fait à la fin. Donc c'est un processus qui cadre l'ensemble des travaux qui se passent là. Créée en 2001 avec 57 étudiants dont 7 filles, l'université de l'Abbé compte cette année 2900 étudiants. Ce nombre pourrait doubler dès l'ouverture prochaine avec la réalisation de ces infrastructures modernes. C'est un défi de taille pour l'Association pour la promotion de la santé à Prosague. La lutte contre le palu, un combat quotidien pour favoriser l'éradication de la maladie dans le pays. Pendant que le paludisme tue chaque année plus de 2 millions de personnes dans le monde, de nouvelles stratégies sont expérimentées et une campagne d'information est lancée par la Prosague à Conakry. Bernard Tonguino, Sekou Sissoko. La santé de chacun pour le bien-être de tous, c'est le mot d'ordre de la campagne menée par cette structure juvénile. La Prosague, Association pour la promotion de la santé en Guinée, contribue à l'amélioration des conditions de santé des communautés. Cette année, la lutte contre le paludisme constitue le champ de bataille de l'association. Une journée scientifique est organisée avec les étudiants de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'organisation de cette journée scientifique vient d'un constat. Le paludisme représente la première cause d'hospitalisation dans les structures sanitaires, mais aussi il représente la première cause de décès en milieu hospitalier. Pour nous, cette conférence permet aux étudiants d'une part, mais aussi aux professionnels de la santé, de mieux cerner la problématique de la prise en charge du paludisme et de connaître quels sont les défis à relever pour pouvoir gagner le pari du zéro paludisme d'ici 2022. Cette journée scientifique vise à partager avec les étudiants les stratégies de lutte contre le palu. Autre thème abordé, le processus d'obtention d'un sujet de thèse pour le diplôme de doctorat à médecine. Et aujourd'hui, cette formation m'a permis de savoir, oui, effectivement, dès maintenant, avec nos stages formels qu'on fait, qu'on peut déjà choisir un thème déjà depuis la base. Ça m'a beaucoup attiré
la manière dont ils ont procédé à la présentation de ce thème. Donc ça nous a donné des idées aujourd'hui maintenant, comment est-ce qu'il faut réfléchir dès maintenant pour en tout cas mettre des plans de travail personnel, si je veux dire comme ça, pour une fois qu'on sera à la synthèse clinique pour se mettre à la recherche de la thèse. Par ces opérations publiques de sensibilisation et de formation, la PROSAG entend participer activement au combat contre le paludisme en Guinée. Plusieurs partenaires sont associés à la campagne afin de vaincre cette pathologie qui constitue l'une des premières causes de mortalité dans le pays. C'est officiel, la Croix-Rouge guinéenne se dote d'un nouveau corps d'élite, une équipe nationale de réponse aux catastrophes qui va renforcer les capacités opérationnelles de l'institution. Habib Cham nous en dit plus. Après les comités préfectoraux, place à l'équipe nationale de réponse aux catastrophes. Un nouveau corps d'élite de la Croix-Rouge guinéenne prêt à intervenir sur toute l'étendue du territoire national. Basée sur l'assistance aux sinistrés, cette expérience de Foricaria s'est faite sur fond de simulation. C'est pour vraiment mettre en pratique toute la théorie que nous avons eu à apprendre dans la salle de formation. S'il y a des catastrophes, comment gérer la logistique, c'est-à-dire la distribution des vivres et des non-vivres. Aussi comment faire des abris pour les personnes qui sont victimes. Parmi ces équipes, on a choisi les 5 meilleurs de chaque formation au niveau de CPCR pour venir maintenant tenir la formation de l'équipe nationale de réponse aux catastrophes. 33 volontaires forment cette nouvelle équipe nationale de réponse aux catastrophes. Ce processus de renforcement des capacités du système répond ainsi au souci majeur de la Croix-Rouge guinéenne de répondre de façon efficace aux nombreux besoins des populations vulnérables en Guinée. C'est le lieu d'exprimer toute ma sincère reconnaissance à l'endroit des partenaires du mouvement, notamment la Croix-Rouge britannique, qui a financé ces projets, et la Fédération pour son appui technique. Pour l'enterrement des victimes de ces catastrophes, c'est vous qui êtes devant. Chaque fois qu'il y a le pire, c'est vous qui êtes devant. C'est le lieu de vous en remercier et de vous en féliciter. L'expérience de chaque volontaire est sanctionnée par une attestation. Affûté, ce nouveau fleuron de la Croix-Rouge guinéenne a un double défi. Transmettre les acquis aux autres volontaires du pays tout en restant mobilisés face aux éventuels cas d'urgence. Ils ont tout perdu et depuis 3 jours, tout s'est arrêté pour certains commerçants du grand marché d'Antague. Ce matin, une présence les réconforte, celle d'une délégation de la Chambre régionale du commerce, l'occasion de faire le bilan des pertes et de promettre la réhabilitation de ce centre de négoce sur place. Nos reporters Tabansila, Amara Kobasouma. Suivez. Après les flammes qui ont presque tout consumé, l'heure est au bilan. Des commissions sont mises en place afin d'évaluer les dégâts causés par le sinistre. Face à la Chambre régionale du commerce, les victimes demandent de l'aide en vue de reprendre ce qui a été calciné par l'incendie. Premièrement, nous avons recensé 26 magasins brûlés. Deuxièmement, 65 conteneurs. Troisièmement, 34 tables. C'est ce qui fait 165 victimes. Nous allons essayer de commencer le travail maintenant. Très émue, la délégation de la Chambre régionale du commerce, conduite par son président, entend prendre les dispositions nécessaires afin de venir en appui aux sinistrés avant les grandes pluies. Nous allons demander secours auprès de tout le gouvernement, auprès de Monsieur le Président de la République, auprès de l'ensemble de toutes les institutions nationales et internationales présentes en Guinée, auprès de tous ceux qui vont compétir le dollar avec nous, qu'ils acceptent volontairement de venir en aide sur ces cas de victimes. Un cas plus précieux, il y a une nécessité urgente d'abord, la reconstruction d'abord des boutiques. En 3 mois, le secteur du commerce a enregistré 3 incendies respectivement survenus au grand marché de Madina, à Kaporo et au marché Antag. Pour éviter de telles catastrophes, la Chambre régionale du commerce instruit et recommande. Essayons d'éviter ce genre d'incendie en nous organisant, en construisant mieux et en essayant de mettre des extincteurs à côté au cas où le feu se déclarent, qui peuvent nous aider
en attendant que les gros moyens arrivent pour éteindre le feu. Nous, on va repartir, on va réfléchir et on va essayer de voir autant que faire se peut, qu'est-ce qu'on peut apporter, petit soit-il, pour que vous compreniez qu'on n'est pas venu en promenade. À quelques endroits, certains commerçants travaillent peu à peu afin de remettre leurs boutiques et d'autres n'ayant pas les mêmes moyens attendent l'aide des bonnes volontés. Le 20 mai de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la métrologie et ce dimanche, l'accent est mis sur la garantie des mesurages corrects chez les utilisateurs. Cette année, le thème retenu est la constante évolution du système international d'unité. Abdul Karim Kamara. Plus d'un demi-siècle depuis que les pays du monde ont accordé leur violon dans le domaine des unités de poids et de mesure. L'enjeu étant de trouver des règles acceptées de tous dans l'application du système des mesures. Aujourd'hui, ce système international d'unité est en constante évolution, d'où le thème cette année de la Journée mondiale de la métrologie. Ce système dénommé SI, depuis son adoption il y a près de 60 ans, des améliorations continues ont été apportées chaque fois que cela a été possible, afin d'exploiter les progrès réalisés en matière de métrologie, de technologie de mesure et répondre ainsi à de nouvelles exigences et aux besoins des futurs utilisateurs pour les années à venir. Les chercheurs viennent d'expérimenter une nouvelle approche dans le système métrique. Celle-ci découle des travaux dont les résultats répondront à coup sûr aux besoins de l'heure. En effet, il est attendu que la Confédération générale des poids et mesures adopte en novembre 2018 l'une des modifications du système international d'unité la plus importante depuis sa création. Les changements proposés sont fondés sur les résultats des travaux de recherche concernant de nouvelles méthodes de mesurage utilisant des phénomènes quantiques comme étalons fondamentaux. En Guinée, l'Institut de normalisation et de métrologie est le dépositaire de tous les étalons nationaux de mesure. Sous tutelle du ministère de l'Industrie, il veille à la réalisation et à la matérialisation des règles chez des utilisateurs comme le commerce, l'industrie ou encore les laboratoires. Et puis notre rubrique La Guinée en bref, une compilation d'images sur l'actualité nationale commentée par Younous Atawel Kamara. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a désormais son annuaire statistique. Ce document de 53 pages vient d'être validé à Kindia par l'ensemble des acteurs concernés. Le rapport présente les principaux résultats de recensement universitaire et scientifique de l'année académique 2016-2017. L'amélioration de l'accès et de l'équité aux études supérieures et la promotion de la coopération universitaire sous-régionale, régionale et internationale sont indiqués dans ce rapport. Ce document, on a fait l'étude de sorte qu'on ressorte le genre, l'implication des filles, femmes dans le système, dans le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, de façon générale, on a toutes les informations et ces informations permettent aux décideurs politiques de prendre la bonne décision pour une orientation soutenue. La problématique de l'emploi jeune était au centre de cette conférence débat ici à l'Université générale d'Ansana Conté de Lambanyi. Devant ses étudiants, Ibrahima Kassori Fofana passe en revue les avantages liés à l'entrepreneuriat jeune dans le pays. Je vous ai donné l'information que ce que le président de la République, dans son programme pour la Guinée, est en train de faire et qui donnerait des opportunités à ceux des étudiants qui sont à la recherche de premier emploi, à ceux des étudiants qui veulent entreprendre sur leur propre compte. J'ai simplement esquissé dans les grandes lignes les programmes et projets qui donnent ces opportunités-là, le président de la République.
La population de Dongoltouma, victime des récents faits mystérieux, commence à essuyer les larmes. Quelques semaines après le drame qui a causé d'énormes dégâts matériels, dont 203 cases calcinées, certaines bonnes volontés volent au secours de sa population sinistrée. L'Association pour le développement de Dongoltouma offre ses feuilles de tôle pour permettre aux sinistrés d'entamer les travaux de reconstruction de leur maison avant les grandes pluies. On a obtenu 7225 feuilles de tôle qu'on est en train de partager entre les gens. Il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui ont perdu des maisons, et chacun peut avoir, on a mis 110 feuilles. Ceux qui ont perdu des cases habitables, ça 45 feuilles par cage, et les cuisines, 15 feuilles par cuisine. Après l'adoption du nouveau PNDS par le gouvernement et de ses partenaires, les acteurs de la société civile et autorités régionales des Zérékouré se retrouvent pour la validation du programme. Vous savez que la région administrative de Zérékouré, elle a des potentialités naturelles très importantes et des spécificités qui font que l'accompagnement de cette région permettrait d'atteindre les objectifs de développement durable, de contribuer, n'est-ce pas, à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi que à la relance de l'économie locale, à la redynamisation de l'économie locale. Tout ceci au profit des bien-être de la population. Les fidèles musulmans de Tanen Bouramaya se dotent d'une deuxième grande mosquée. Elle comprend une salle de prière d'une grande capacité et d'autres accessoires pour compléter le complexe religieux. L'objectif visé est de réduire la longue distance que parcouraient les fidèles musulmans dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux. La présence de cette mosquée réduit la distance parce qu'il y a une mosquée qui se trouve à près d'1 kilomètre d'ici. Donc parcourir cette distance-là, ça me fatigue et ça fatigue les autres musulmans qui font le déplacement. Donc avoir une mosquée à côté, je crois, c'est un atout pour la population environnante. J'ai assisté à la pose de la première pierre de cette mosquée. Dieu m'a donné la chance d'assister aussi à son inauguration. Donc ça, c'est une fierté pour moi. Au même moment, une nouvelle mosquée vient d'être inaugurée à Namana, un district de la commune urbaine de Siguiri. C'est l'œuvre des fils ressortissants de cette localité. L'événement a mobilisé dans le village de nombreux fidèles musulmans. Lancé Kamisoko, Marie-Angélique Bangoura. Cette mosquée est le début d'une série de constructions d'infrastructures de base entamées par les fils ressortissants de Namana, un district situé à 4 km de la commune urbaine de Siguiri. La maison vient combler le manque criard de lieux de prière pour les fidèles musulmans de la localité. Des fidèles qui autrefois parcouraient des kilomètres chaque vendredi pour aller s'acquitter de leurs obligations religieuses. Dans mon enfance, j'ai toujours vécu cela. Les gens, chaque vendredi, ils venaient de tous les recoins. Depuis la mort de ma maman, j'ai décidé de diriger ça. Une façon de la rendre hommage. La cérémonie inaugurale est mise à profit par ces religieux pour implorer la grâce d'Allah pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Une mosquée de plus pour éduquer la population, pour les inviter à reconnaître le bon Dieu, le miséricordieux, omnipotent et omniprésent. Et ça permet aux imams de continuer à bénir pour le pays. Désormais, les fils ressortissants de Namana sont déterminés pour le développement de leur localité. Ils saisissent la retrouvaille pour faire la pose de la première pierre de 2 autres infrastructures. Il s'agit d'une école franco-arabe et du logement de l'imam.
On termine avec le service Orange Money qui fait une belle aventure en Guinée et à l'occasion du passage de la barre symbolique du million de clients dans le pays, la société de téléphonie mobile Orange Guinée a rencontré la presse nationale, l'occasion pour ses responsables de dire merci à leurs clients pour cette belle aventure. Yaya Silla. Depuis son lancement en septembre 2012, Orange Money participe à la circulation de l'argent en Guinée. Le produit Orange Money, en peu de temps, a satisfait les attentes de nombreux citoyens. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont enregistrées sur les comptes du produit. Depuis la semaine dernière, nous avons 1 million de clients actifs au compte d'Orange Money, 2 millions de comptes Mobile Money, comme disait le DG. Ça représente plus de 600 000 transactions par jour. C'est à peu près entre 70 et 80 milliards de transactions de flux d'argent qui circulent dans nos plateformes. C'est aujourd'hui un écosystème de paiement marchand qui est aussi très développé. C'est aujourd'hui un ensemble de services qu'on offre aux Guinéens, mais aussi à la Guinée. Leader du paiement mobile sur le marché guinéen, les journalistes s'interrogent sur comment rendre le service de Orange Money simple, fiable, sécurisé et surtout accessible partout en Guinée. C'est pour nous une étape importante que nous venons de franchir et nous profitons de cette occasion pour faire un point sur Orange Money et partager avec vous l'ensemble des services que Orange Money propose à la population et également vous dire comment nous prenons en compte un certain nombre de préoccupations légitimes des utilisateurs, notamment la sécurité. Les jours à venir, Orange Money se propose de mettre en place des produits d'épargne et de crédit et développer l'offre B2B afin de faciliter l'utilisation de Orange Money pour les activités professionnelles des petits métiers. Et puis je l'apprends au même moment que vous, le Sili national junior vient d'être éliminé du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs de moins de 20 ans. La Mauritanie brise le rêve de la Guinée à Conakry au stade du 28 septembre. Battu au match aller à Nouakchott sur un score d'1-0, les poulains de Souleymane Camara sortent de la course malgré leur victoire ce soir sur un score de 3-2. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder notamment à Kindia, Forikaria et Kamsar. Je vous retrouve demain à 20h30. Restez fidèles à la télévision nationale.